Cité de Caerne, 1001 après la grande épidémie. Sous des draps de soie au rabat brodé, le vieil intouchable Elias Brin dormait. Dans l'obscurité, ses cheveux clairsemés se confondaient avec la taie immaculée de son oreiller. Sur sa table de chevet, une large chandelle annelée indiquait qu'il était près de 2 heures du matin. Soudain, la flamme de la bougie vacilla, menaça de s'éteindre, soufflée par un courant d'air importun. Dans son sommeil, Elias remua les lèvres, tira ses draps vers son cou. La flamme s'immobilisa, puis elle recommença à brûler doucement, sans frémir. Le corps du vieil homme se crispa alors, brusquement éveillé par la pression sur son visage, par l'étoffe qui empêchait l'air d'atteindre ses poumons. Il se débattit, ses bras s'agitant dans le vide, désespéré de saillir son assaillant, de repousser le coussin maintenu sur son visage. Or, ses doigts ne trouvèrent que le vide, et l'oreiller l'étouffa de plus belle. Sous le tissu distendu, ses cris étaient presque inaudibles. Il se démena, encore et encore, mais bientôt ses mouvements se firent plus faibles, sa poitrine s'affaissa, ses bras retombèrent. Les secondes passèrent, puis les minutes. Il ne bougeait plus. À l'autre bout de la chambre, des mains s'agitèrent et, sans qu'elles aient eu à s'en saisir, le coussin s'écarta du visage du vieil homme. Dans la pénombre, les lèvres de l'intouchable étaient bleuies, le blanc de ses yeux strié de veines éclatées. Elias Brin était mort. Des pas s'approchèrent du lit. Sans bruit, les mains qui avaient manipulé l'oreiller à distance abaissèrent les paupières du cadavre, replacèrent le coussin sur le lit, disposèrent les bras du vieillard dans une position naturelle. L'ombre assassine contempla son œuvre. Ainsi, l'intouchable avait presque l'air de dormir. Et ainsi, il ne pourrait plus se mettre en travers de son chemin. Se détournant du défunt, l'ombre ouvrit le tiroir de la table de chevet, en délogea le double fond, puis en tira un petit seau de métal. Ses doigts effleurèrent le pourtour arrondi, la gravure d'une rose des vents. Un sourire satisfait se dessina dans le noir, tandis que le seau rejoignait une grosse chevalière de bronze au fond d'une bourse de velours. La flamme de la chandelle vacilla, de nouveau, puis la porte de la chambre se referma sur le cadavre de l'intouchable Elias Brin. S'enfonçant sans remords dans la nuit, l'ombre quitta le castel, partit vers le quartier des quais. Tout était en place à présent. Il n'y avait plus qu'à attendre qu'ils y réapparaissent. Il s'écoulerait peut-être des mois, des années avant que ça se produise, mais la Vaïe et les Vaïkos reviendraient. Et ce jour-là, son plan se mettrait en œuvre. Première partie. Massacre dans la ruelle. Chapitre 1. Excursion nocturne. Cité de Caerne, 20 ans après la mort de l'intouchable Elias Brin. La brume avait avalé Caerne tout entière, depuis le haut sommet de ses tours de rizière jusqu'aux vastes dédales de rues et venelles qui sillonnaient ses différents quartiers. Évitant les halos diffus des lampes accrochées aux façades, une silhouette s'enfonçait dans le brouillard. Ce soir, la nuit était sa complice et, grâce à l'opaque manteau de vapeur que celle-ci lui offrait en plus de ses habituelles ténèbres étoilées, atteindre sa cible serait pour la rôdeuse un jeu d'enfant. Un claquement régulier rompit le silence, semelle épaisse contre pavé de roc. Dans un bruissement d'étoffe, la silhouette se plaqua contre la cloison la plus proche, retint son souffle. Elle ne devait être ni vue ni entendue. Sous le lin sombre de son pourpoint, sa peau hâlée se hérissa de chair de poule. Qui se promenait à une heure aussi tardive? Une des patrouilles qui assurait aux notables et aux bourgeois du quartier du Collier un sommeil dépourvu de désagréments? Ou s'agissait-il d'autres intrigants qui, comme elle, profitaient de l'obscurité et de la brume pour assouvir les désirs qu'ils se devaient de réprimer lorsque le jour se levait? Elle tendit l'oreille. Le son était cadencé, doublé d'un discret grattement de griffes. Des gardes, accompagnés de martres d'essai, elle en était presque certaine. Les pas s'éloignèrent. La rôdeuse ajusta son capuchon et replongea dans la nuit. La présence de la garde de Caerne dans les rues ne l'arrêtait pas et ne l'avait jamais arrêtée. Elle avait un seul objectif et rien ne se mettrait en travers de son chemin. Agile, elle frôla les devantures de pierre, se faufila d'une allée à l'autre, franchit murs et clôtures. Au loin, le son des vagues qui se fracassaient contre les falaises berçait la ville, rythmait ses pas. Elle avait consacré 2 mois entiers à la préparation de cette expédition. Elle ne pouvait pas échouer, pas si près du but. Sa cible ne se doutait de rien, et une fois qu'elle aurait marqué de sa signature, elle la compterait enfin dans sa collection. Bientôt, l'intrigante la localisa, aussi belle et irrésistible que toujours. Elle se dressait là, fièrement au milieu de la marée de mignonnes maisons à colombages,
son ourdi maçonné d'un noir d'encre la distinguant de ses consorts aux couleurs grisâtres. Sa cible, le manoir des Neventer. Immobile au milieu du brouillard, la silhouette ferma les yeux. Autour d'elle, la brise trop faible pour disperser la brume épaisse sifflait doucement, chargée des embruns du golfe et de la rumeur de plus en plus lointaine des gardes en patrouille. Sous sa capuche de lin noir, la rôdeuse, Cass, rouvrit les yeux et se permit un sourire. La voix était libre. « À nous deux, murmura-t-elle. » Glissant d'une ombre à l'autre, Cass franchit les derniers mètres qui la séparaient du manoir, pénétra dans le jardin et manœuvra jusqu'au flanc de la demeure. Elle s'approcha d'une fenêtre, rabattit les contrevents de bois, jetant un œil à l'intérieur. Derrière les carreaux et leur habillage de voile fin, tout était tranquille. Elle tira de son escarcelle une étroite tige de métal qu'elle inséra délicatement entre les montants du châssis afin de faire basculer le loquet central. Elle donna un petit coup vers le haut. Il y eut un bruit sec. Elle se raidit. Rien, personne. Rassurée par le silence, Cass ouvrit le ventail et s'introduit dans le manoir. Malgré la pénombre, la richesse de la demeure, qui se dévoilait à mesure qu'elle explorait les lieux, était évidente. Dans le salon par lequel elle était entrée, elle admira le tapis venu du royaume de Nice, le manteau de bois à Tanokan-yan de la cheminée, les chandeliers de fer forgé caïnois suspendus au plafond. Longeant les murs de pierre, elle passa à la salle à manger, où le couvert pour le petit déjeuner avait déjà été dressé, puis à la cuisine, où les broches à rôtir reposaient dans l'âtre noirci. Dans chaque salle qu'elle traversait, elle détaillait tout du sol au plafond, plus intéressée par le découpage des pièces que par le luxe qui s'y étalait. Cass chemina jusqu'au vestibule. En face de la porte d'entrée s'élevait l'escalier qui menait aux chambres, ses marches se perdant dans les ténèbres comme une irrésistible invitation. Chaque chose en son temps. Elle devait d'abord compléter le plan du manoir qui s'élaborait dans sa tête au fil de son exploration, qui se gravait sans effort dans sa mémoire, avec une précision qui la fascinait chaque fois. Passant devant l'escalier, elle poussa donc la large porte qui donnait accès au bureau de la matriarche de la famille Neventer. Dans cette pièce aussi luxueuse que le reste du manoir étaient gérées les affaires de la puissante notable. Sur une table s'étalait une carte détaillée des Épines, le massif qui bordait la côte au nord de l'archipel de la cité et grâce auquel les Neventer avaient fait fortune. En effet, en plus de protéger la ville des violences qui déchiraient les contrées continentales d'Iona, les montagnes des Épines regorgeaient de pierres et de métaux précieux. En tant que principaux exploitants des mines et chantiers du massif, les Neventer avaient contribué à la prodigieuse renommée des orfèvres de Caerne et rempli leurs coffres du même coup. Cass observa d'un œil distrait les petits blocs de métal répartis sur la carte, puis les piles de papier où étaient inscrites les dates des prochaines livraisons de minerais et leurs destinataires. Si elle n'avait été qu'une vulgaire voleuse, une seule de ces pages aurait suffi à lui obtenir une bourse remplie de mâts de cuivre, de coques d'argent et de voiles d'or. Peut-être même quelques caravelles sonnantes si elle trouvait le bon acheteur. Cass n'avait cependant que faire de l'argent, et après un dernier tour sur elle-même pour mémoriser l'emplacement des murs, portes et fenêtres, elle quitta le bureau et monta à l'étage. Une fois en haut des marches, elle perçut parfaitement les ronflements de chacun des occupants du manoir. D'un côté lui parvenait la respiration profonde de la matriarche Neventer et de son épouse. De l'autre s'élevait le souffle presque imperceptible de leurs fils jumeaux adoptifs et des domestiques de la maison. Cass posa la main sur la poignée de porte de l'une des chambres d'enfants. Le métal froid électrisa la moiteur de sa paume. S'il découvrait sa présence, si un seul d'entre eux l'entendait, s'éveillait lorsqu'elle pousserait lui. Non. Ça ne lui était jamais arrivé auparavant, et ce n'était pas parce qu'il s'agissait de sa première incursion dans un manoir de notable qu'il en irait autrement. Après tout, quel serait l'intérêt de ces excursions nocturnes si aucun risque n'y était associé? Elle ouvrit la porte. Le lit à baldaquin occupait le milieu de la pièce, ses épaisses tentures brodées occultant le garçon endormi. Cass alla jusqu'à la fenêtre, contourna le pupitre taché d'encre, avant de revenir sous ses pas et de refermer lui. Elle répéta son manège dans la chambre du second jumeau, la pièce révélant le reflet de celle de son frère, puis, après avoir fait le tour des chambrettes dépourvues d'artifices des domestiques, elle s'aventura enfin, plus frémissante que jamais, dans la dernière pièce du manoir, la chambre de la matriarche. Le couple Neventer dormait, les rideaux du lit grands ouverts. Les chevelures des deux femmes se mêlaient l'une à l'autre sous leurs oreillers, et le bras de la matriarche enlaçait le corps assoupi de son aimé, se soulevait au rythme de ses respirations. Cass sourit. Et dire que de jour, ces deux dames lui avaient semblé mal assorties, distantes l'une envers l'autre.
Leur amour paraissait pourtant bien réel maintenant qu'elle découvrait à même l'intimité de leur couche. Alors qu'une bouffée de chaleur s'emparait de ses joues, Cass redirigea rapidement son attention vers les meubles, les chandeliers, les murs. Elle fronça soudain les sourcils. Était-ce la pénombre qui les jouait des tours ou alors? Elle alla toucher le mur contre lequel était appuyée la tête de lit. Ses entrailles se nouèrent, crispées par l'excitation. Elle devait retourner dans le bureau. Plus prudente que jamais, elle quitta la chambre, redescendit au rez-de-chaussée et se précipita dans la salle de travail de la matriarche. Passant à côté du secrétaire, elle alla se planter face au mur du fond. Deux bibliothèques y étaient appuyées, encadraient un impressionnant arbre généalogique, la toile des Neventer. Plus de 200 noms s'y alignaient dans une écriture soignée à l'encre bleue, le tout surmonté des armoiries de la famille. Un écu rouge et noir paré d'une pioche blanche. Lors des noces, naissances, adoptions et décès, une toile familiale, peinte sur papier ou brodée sur soie pour les plus nantis, était un cadeau cairnois traditionnel puisqu'il rendait hommage aux ancêtres de la famille, à ceux qui, croyait-on, veillaient sur leurs descendants méritants. Cass observa le plafond. La chambre de la matriarche était juste au-dessus d'elle. La tête de lit du couple appuyée contre le mur auquel elle faisait face, et maintenant qu'elle était de retour dans le bureau, sa conjecture se révélait une évidence. Cette pièce était moins profonde qu'elle n'aurait dû l'être selon le plan du bâtiment. Quelque chose était caché derrière ce mur. Dans l'espoir futile de chasser la nervosité qui l'avait assaillie, Cass lâcha un long et discret soupir. Une cache, dans le mur. C'était un rêve qui se réalisait, un des plus fous qu'elle avait eu depuis qu'elle s'était lancée dans cette entreprise insensée d'explorer incognito les édifices les plus beaux et les plus intrigants de Cairn. « Prête à me révéler ton secret? » murmura-t-elle en posant sa main contre la cloison. Fébrile, Cass entreprit de tâter livres, tablettes et bibelots. S'il y avait une alcôve dissimulée ou une paroi dérobée, il devait y avoir une clé, un loquet, un mécanisme pour la révéler. Rien de ce qu'elle déplaçait ne semblait toutefois avoir le moindre effet. Elle passa à la seconde bibliothèque. Toujours rien. En supposant que le plan du manoir qu'elle avait mémorisé était exact, et elle se targuait de croire qu'on pouvait difficilement être plus précis, l'espace que dissimulait le mur n'était pas suffisamment profond pour que quelqu'un s'y cache. Ce qu'elle trouvait ne serait qu'une alcôve étroite ou une niche. Son regard se posa alors sur la précieuse toile des Neventer. Si un filin était attaché au cadre, puis lié à un contrepoids, c'était la clé parfaite. Et personne de sensé, dans cette ville où le respect des ancêtres était la garantie d'une après-vie paisible, n'oserait toucher à une toile familiale. Cass agrippa donc le cadre de part et d'autre et, son cœur menaçant d'exploser devant sa propre témérité, elle le souleva. Le discret déclic retentit comme un coup de tonnerre dans la pièce. Cass faillit laisser retomber la toile, mais la retint de justesse tandis qu'à sa droite, la bibliothèque s'était imperceptiblement décollée du mur. Avec 1000 précautions, elle remit le cadre en place, puis elle s'approcha de l'étagère. Des charnières invisibles. Cass fit pivoter la bibliothèque et, devant elle, se révéla alors la niche dissimulée. Son unique tablette de bois était couverte d'une épaisse couche de poussière, à croire que personne n'avait accédé à la cachette depuis des décennies. Une pile de pièces d'or et d'argent, toutes frappées d'un navire aux voiles gonflées et dont une seule aurait suffi à devenir propriétaire d'une petite demeure dans le faubourg ou les quais, luisait dans un coin de l'alcôve. À côté des caravelles luisantes se trouvait un long coffret, dont le couvercle enchâssé de verre protégeait un coussin servant de lit à des billes de différentes métaux polis, les précieuses ressources qui avaient fait la fortune des Neventer. Aucun de ces objets n'attira néanmoins les yeux de Cass, qui se rivèrent plutôt sur une cassette ouvragée à la serrure minuscule. Contrairement aux autres choses placées dans la niche, aucune poussière ne la recouvrait. Du nial, souffla Cass en effleurant l'écrin du bout des doigts. Uniquement pour le matériau qui le composait, la cassette valait plus que la pile de caravelles entassée en sa compagnie. Cass essaya de pousser le couvercle vers le haut. Comme elle s'y était attendue, il refusa de bouger. Verrouillé. Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre. Une lueur grisâtre commençait à se superposer à la noirceur nocturne. Jamais Cass n'était restée aussi longtemps à l'intérieur d'un bâtiment qu'elle avait infiltré. Elle devait toutefois satisfaire sa curiosité, surtout si elle caressait l'idée d'un sommeil réellement réparateur, aussi court soit-il. Sans se soucier de la sécheresse de ses orbites fatiguées, Cass sortit donc un étui de lin de son escarcelle, y attrapa 2 crochets, puis, en prenant soin de ne pas troubler la couverture de poussière de l'alcôve, elle s'attela à crocheter la serrure de la cassette. Le verrou était délicat, le plus petit auquel elle n'eût jamais été confrontée. C'était décidément une soirée de première.
Clic. Cass laissa retomber les crochets dans le fond de sa besace. La langue entre les dents, elle souleva le couvercle raffiné de l'écrin. Sous ce dernier, sur une soie tissée de fil d'or, reposait un collier comme elle n'en avait encore jamais vu. Les différentes pièces de kéral polies au reflet de feu étaient d'une délicatesse inégalée, se liaient les unes aux autres de manière si harmonieuse et subtile qu'il était difficile de croire qu'un orfèvre, même au sommet de son art, les avait assemblées. La pièce maîtresse du bijou était cependant son joyau, un rubis, taillé en parfaite briolette et enchâssé sur une fine plaque dont le pourtour avait été ciselé de divers symboles, des lettres d'un alphabet que Cass ne reconnaissait pas. Pourquoi un bijou d'une telle beauté avait-il donc été abandonné dans cette niche, alors que le travail des orfèvres de Caen faisait depuis toujours la fierté de ceux et celles qui avaient les moyens de s'en procurer le produit? Je vais revenir, ce sera pas long. Me revoilà. Alors, en même temps, je vais en profiter pour dire bonjour à Ace, bonjour à Songe. Merci de votre présence. J'espère que vous allez bien. Alors, sur ce, je vais reprendre ma lecture. Voyons voir, j'étais rendu ouais, le bijou. Pourquoi un bijou d'une telle beauté avait-il donc été abandonné dans cette niche, alors que le travail des orfèvres de Caerne faisait depuis toujours la fierté de ceux et celles qui avaient les moyens de s'en procurer le produit? Cass ferma le rabat de la cassette, remit la bibliothèque en place. Le collier, aussi extraordinaire fut-il, ne pouvait lui offrir de réponse à cette question. Elle avait exploré le manoir, découvert les secrets de son architecture. Il était tard, ou très tôt. Elle devait partir, mais pas avant d'avoir fait une dernière petite chose. Elle regagna donc le salon et balaya les murs de la pièce du regard. Il lui fallait une marque de tâcheron. Ses yeux se posèrent sur l'autre. Cass s'en approcha, se pencha pour en détailler l'intérieur. Si elle avait été une maçonne engagée pour travailler à la construction d'un manoir de notable, c'est là qu'elle aurait laissé, invisible et pourtant à la vue de tous, au cœur même de la demeure qu'elle aurait contribué à bâtir. Là. Dans l'ombre du jambage de la cheminée, il y avait une de ces petites gravures qu'utilisaient les travailleurs pour paraffer leurs œuvres et leurs heures de travail afin de recevoir le paiement qui leur était dû. Cass toucha la marque du bout des doigts. C'était parfait. Estirpant de sa fidèle escarcelle un ciseau de sculpteur et un maillet enrobé de tissu, elle ajouta à la marque existante les deux côtés opposés d'un triangle qu'elle surmonta d'une paire de lignes beaucoup plus courtes, les ailes puis les antennes. Elle admira le résultat. Le manoir des Nevadter était sien. Il appartenait, maintenant et à jamais, à la collection du papillon de nuit. Cass enfila ensuite jusqu'à la fenêtre, grimpa sur le rebord, se laissa choir dans le jardin. Inversant la technique qui lui avait permis d'entrer, elle barra les battants, referma les contrevents et, avec pour seule trace de son passage la gravure qu'elle avait laissée dans la cheminée, elle plongea dans les brumes polissantes des dernières heures de la nuit. À l'odeur saline du golfe se mêlaient des effluences de terre, meubles, de poussière et de fumier. Derrière le muret percé d'une large grille de fer, dresseurs, palefreniers et travailleurs journaliers allaient et venaient entre les divers bâtiments du domaine, l'élevage de belettes et de blaireaux géants qui faisait la renommée de la respectable toile des deux Clervy. Bonjour, messera de Clervy. Belle journée, messera de Clervy. Bonjour, oui, très belle journée, répondit Cass au palefrenier qui l'avait salué. Replaçant ses courts cheveux bruns derrière ses oreilles percées de clous d'or fins et d'un anneau délicat, elle se retourna vers l'immense blairelle qui se vautrait avec volupté dans la terre battue d'un enclos. Cass la regarda un instant, attendrie par son plaisir évident. « Allez, Sicara, dit-elle enfin, le bain de poussière est terminé, on va aller te faire une beauté. » L'animal ne réagit pas, continua à frotter joyeusement sa grosse tête marquée de bandes blanches et noires dans la terre. Cass siffla entre ses dents. La blairelle se redressa alors et, pataude, elle se remit sur ses pattes, son ventre arrondi et ses mamelles gonflées frôlant le sol. Après lui avoir tendrement essuyé le museau, Cass attacha une bride au licou de la bête, puis l'emmena sans la presser vers la mustellerie des blaireaux. Quand elle entra dans le bâtiment où s'alignaient les spacieuses stalles réservées à la plus grande des espèces élevées au domaine, deux seaux remplis d'eau l'attendaient déjà. « Bonjour, messera Cassandre et Irina, » dit poliment une voix derrière elle. « Bonjour, Taran. » Le dresseur déposa deux autres seaux sur le sol avant de s'essuyer le front, la blancheur de la manche de sa chemise contrastant avec le brun de sa peau et le noir de ses cheveux crépus,
attaché en un épais catogan de petites mèches savamment emmêlées. Depuis combien de temps pensez-vous? Lui demanda Cass. Taran s'avança et palpa le flanc distendu de la plairelle gestante à laquelle Cass attachait les sangles, permettant de retenir les bêtes pendant leur pansage. Moins d'une semaine, déclara-t-il. Les petits ont commencé à se placer et j'ai trouvé des morceaux de bouchons muqueux dans sa stalle ce matin. Et à la taille qu'elle a, je ne serais pas surpris qu'elle ait 4 petits, peut-être même plus, compléta Cass. Elle prit une étrille pour commencer à gratter les morceaux de terre coincés dans le pelage dru de Scara. La plus grosse portée de blaireau du domaine depuis 3 ans, reprit-elle. Mon père ne parle que de ça depuis 2 semaines. Et, commença Taran en jetant un discret coup d'œil vers la porte close de la mustellerie avant de baisser la voix. C'est cette mise bas imminente qui t'empêche de dormir, Cass, ou c'est autre chose? Après s'être à son tour assuré qu'ils étaient bien seuls, Cass décocha un sourire complice au dresseur. Ai-je donc l'air si fatigué? Tu as l'air d'un papillon qui aurait volé toute la nuit, affirma Taran dans ton moqueur, tout en taillant les griffes de la béréle. Est-ce que ça en a valu la peine, au moins? J'ai tout de même dormi 1 heure, tu sauras. Et tu peux même pas imaginer à quel point ça a valu la peine. J'ai trouvé une niche secrète. Une niche? Dans le mur. Une cachette dissimulée derrière une bibliothèque dans le manoir des... Cass s'interrompit d'un coup au moment où la porte s'ouvrait derrière eux. Alec, le plus vieux des dresseurs du domaine, s'approcha de son pas traînant. « Ah! Taran, tu es là, déjà là, mon garçon, parfait. Messera de Clairvy, la cochère Chanriani vous attend. Vous avez... Une leçon d'escrime cet après-midi, c'est vrai. Merci, Alec, je pars à l'instant. Je suis désolée, ma belle Scara, je dois te laisser. Je peux compter sur vous pour terminer son passage? Bien sûr, Messera, dit le vieux palefrenier. Oui, Messera de Clairvy, répondit Taran en reprenant le ton qui seyait à un échange entre un simple dresseur et l'héritière du domaine des De Clairvy. Cass gratta les oreilles de la Bérelle avant de s'éloigner. Alors qu'elle allait franchir la porte de la mustellerie, elle s'arrêta soudain. Oh, pendant que j'y pense, Taran, si mon cours ne m'épuise pas trop, je repasserai plus tard pour faire une promenade avec ma chère Cybèle. Pourriez-vous la préparer pour moi? Bien sûr, Messera. Merci, Taran. À plus tard, donc. Ils échangèrent un regard à la fois dangereusement long et infiniment trop court. Au revoir, Messera. Après avoir de nouveau brièvement salué le vieux Alec, Cass quitta la mustellerie, espérant, tandis qu'elle marchait vers le fiacre tiré par une belette géante, que le rose que lui colorait les joues n'accentuait pas trop les scènes qui lui bordaient les yeux. Tu l'as encore fait, c'est ça? Le vacarme des roues du fiacre sur le pavé résonnait dans la tête de Cass comme un concert de cloches dissonantes. Si au domaine, le labeur l'avait tenue éveillée, maintenant qu'elle était assise et désœuvrée, la fatigue de sa trop courte nuit la rattrapait. Dehors, le quartier du Collier défilait dans toute sa splendeur. Les domestiques des villas, manoirs et castels se mêlaient aux manœuvriers et journaliers pour accomplir les tâches que leur avait confiées leurs riches employeurs. Cass tira le rideau de la portière, étourdi par le tourbillon bigarré. « Faire quoi? Fait quoi? » demanda-t-elle en réprimant un bâillement sans vraiment chercher à le cacher. En face d'elle, vêtu d'un pourpoint brodé et ses doigts pâles tachés d'encre, Lee, le fils unique et oire des intouchables de Solaven, croisait les bras. « Tu es encore sorti hier soir, lâcha-t-il en la toisant. Tu te tiens la tête depuis tout à l'heure et tes cernes sont pires que la dernière fois. Tu es sorti, avoue-le. Dis-moi que ce n'était que pour aller rejoindre un amant ou une amante et pas pour une autre de tes hasardeuses excursions dans un bâtiment. » Je vois pas du tout de quoi tu parles, répliqua Cass, sans pouvoir empêcher un sourire frondeur de s'accrocher à ses lèvres. Le fiacre tressauta violemment. « Je suis sérieux, Cass, s'emporta Lee. Il y a eu une nouvelle attaque hier soir. Tu n'étais pas au courant? Le conseil s'est réuni d'urgence ce matin. Une nouvelle attaque? C'est la 4e depuis l'équinoxe des beaux jours. La 4e, Cass! Un homme a été retrouvé poignardé dans son lit, dans les quais. Il n'y avait aucune trace d'effraction. Personne ne comprend comment ça a pu se produire, ni pourquoi il a été tué de la sorte. Cairn va perdre sa réputation de cité la plus paisible et sécuritaire du continent d'Iona, ça continue. Et toi, pendant ce temps-là, tu te balades en pleine nuit comme si de rien n'était. Et si tu étais tombé sous ce fou, Cass? Et si c'était toi qui l'avais? Et si rien du tout, Lee, l'interrompit-elle. Je suis ici, avec toi. Il ne m'est rien arrivé. Rien, d'accord? Je n'ai pas été attaqué, je n'ai pas été repéré, je sais ce que je fais. Tu t'inquiètes toujours pour rien. Et toi, tu t'inquiètes jamais assez, grommela Lee en écartant le rideau qui couvrait la fenêtre pour regarder dehors. De nouveaux chaos secouèrent le fiacre tout à coup silencieux. Cass grimaça en se massant la tempe. 1 heure de sommeil, c'était assurément trop peu, mais c'était un prix bien modique pour la découverte qu'elle avait faite, dont le seul souvenir suffisait à éveiller en elle une savoureuse chaleur.
Soudain, dans le rayon de lumière de la portière, Lee sembla en proie à un douloureux dilemme. Devinant ce qui le taraudait à présent, Cass fit mine de n'avoir rien remarqué. Comme elle avait anticipé, le jeune homme se pencha plus bientôt vers elle et osa lui demander « Alors, où es-tu allé hier soir? » Un large sourire fendit le visage de Cass, qui en oublia presque son mal de tête. Lee avait beau dire ce qu'il voulait contre ses excursions, il ne pouvait jamais résister à l'envie d'en savoir plus. La curiosité typique d'un passionné de récits épiques, de mythes et de légendes. Cass se cala donc confortablement dans son siège et savoura un instant l'impatience de son compagnon avant de dire « Neventer, mais les Neventer? » souffla Lee affolé. « Cass, si découvre ce que tu as fait, tu es bonne pour les geôles? Non, pire, pour les chaos du commandeur. Si c'est pour la flétrissure et les épines, tu seras marqué au fer rouge, tu seras condamné au travail dans les mines, tu pourras même jamais remettre les pieds dans la cité, Ai-je été découverte, Lee? Non. La seule raison pour laquelle tu connais mes activités nocturnes, c'est parce que j'ai décidé de t'en parler. Je me demande encore pourquoi, d'ailleurs. Ah, je sais pas, Cass, parce qu'au fond de toi, tu es consciente de ta folie? Parce qu'on est amis depuis l'enfance? Parce qu'on doit s'épouser dans l'année ainsi que le planifient nos parents depuis près de 5 ans et que les époux qui unissent leur toile se doivent la vérité? Nous ne sommes pas encore époux. Ça change rien que nous sommes amis d'abord et avant tout. Et en tant que ton ami, je t'en conjure, Cass, tu dois arrêter cette folie. Ça va mal se terminer ces histoires et Je fais rien de mal pourtant. Cass, répéta Lee d'un ton grave. Tu t'introduis chez les gens sans invitation, mais en pleine nuit, mais en forçant leur loquet. Mais je ne prends rien, je ne remets tous les loquets en place. Je ne suis pas et je serai jamais une voleuse, Lee. J'ai bien le droit de m'amuser un peu avant de devenir la respectable épouse de Loire des Intouchables, Solaven, non? Allez, tu sais bien que je ne risquerai plus à faire ça quand nous serons époux. Jouer mon nom peut-être, mais la respectabilité du tien de la cité, c'est une autre histoire et j'en suis parfaitement conscience. Ah, si tu le dis. Lee, reprit Cass tout à coup sérieuse, je te jure, encore une fois, que je me montrerai digne du statut que ton nom m'octroiera quand viendra le moment de nos noces. Ce n'est pas parce que ni toi ni moi ne voulons de cette union que j'oserais faire affront à ta toile et à la cité. Lorsque tes parents décideront de nous céder le rang d'intouchables, nous ferons tous deux ce qui est attendu de nous. Nous abandonnerons nos passions respectives, nous servirons la ville et nous nous dévouerons entièrement à la prospérité des gens de Kéan. D'ici là, cependant, s'exclama-t-elle en reprenant un ton malicieux, je peux bien me permettre de vivre un peu, non? Allez, Lee, tout ce que je fais, c'est visiter des bâtiments qui m'intriguent pour en mémoriser le plan. Il n'y a vraiment pas de quoi t'en faire. Du moins, c'était tout ce qu'elle était prête à lui avouer, qu'il soit son ami ou son promis. En faisant semblant de s'occuper de sa tempe douloureuse, Cass repensa aux gravures du papillon de nuit qu'elle avait dissimulé dans les différents édifices de sa collection. Lee ferait une crise de nerfs s'il apprenait qu'elle laissait une trace permanente de ses excursions nocturnes à même les murs des demeures qu'elle explorait. Il n'avait pas non plus besoin de savoir qu'elle avait découvert la niche secrète des Neventer. Apprendre qu'elle avait ne serait-ce que posé un doigt sur une toile pour trouver l'alcôve lui causerait à coup sûr une attaque. Non, ça, c'était des confidences qu'elle réservait à Taran, à celui qui appréciait ses aventures, qui l'écoutait sans l'accabler de reproches, sans lui prédire tous les malheurs du monde. Quelle IA qui me répond. Est-ce bon signe que c'est la lecture d'un dialogue bien avec les mouvements d'une main? Ah, ben écoute, j'essaie de me mettre dans la peau des personnages, là. Peut-être que je me suis emportée un peu. Fait que je vais reprendre ma lecture, puis bonjour à toi, j'espère que ça va bien de ton côté. Alors, elle se redressa, chassant de ses pensées le dresseur et les détails de sa plus récente escapade. D'ailleurs, je me demandais, Lee, quelle devrait être ma prochaine cible, selon toi? Maintenant que j'ai visité un manoir, j'hésite entre le castel des Brines et celui des Deneuve. C'est dommage que celui du mouillage ne soit accessible qu'en navire. Il aurait été mon premier choix. Entre un castel, Cassandre Erina de Clairvy. Un jour, tu vas avoir de terribles ennuis et tu pourras pas dire que je t'avais pas prévenu. Oui, tu as raison. Je pourrais ajouter celui des Solaven à ma liste, même si je le connais déjà plutôt bien. Avant qu'un lit Solaven aussi affolé qu'outré par une telle idée ne puisse lui présager des représailles plus horribles encore qu'un exil dans les épines et la flétrissure de l'oubli, Cass descendit du fiacre qui venait de s'immobiliser. Le soleil frappa sa nuque, ses courtes mèches brunes lui chatouillant la mâchoire. « Je repasse vous chercher dans 2 heures, messera de Clairvy. Merci, Chiariani, dit Cass en saluant la cochère, avant de s'avancer vers la belette aux poils lustrés qui les avait tirés jusque-là. Et merci à toi aussi, gentil Kiral. Les oreilles rondes du mustilé géant se dressèrent sous sa tête lorsqu'il entendit son nom, tandis que ses paupières s'affaissaient de plaisir sous la caresse dont le gratifia Cass. Lee descendit du fiacre en referma la portière.
Cass délaissa aussitôt la belette et, sans attendre son compagnon, elle s'élança vers l'académie du collier. À son approche, un portier la salua et lui ouvrit respectueusement l'épais huis de bois. Ses jupes de soie poussiéreuses ondoyant sous le carrelage, Cass traversa les couloirs de pierre éclairés par des lampes et des lustres jusqu'à la cour intérieure de l'édifice. Au-dessus de la grande salle aux innombrables portes, le toit de verre permettait à la lumière du jour d'éclairer les détails de la maçonnerie, faisant de l'endroit une des plus belles pièces de tout Caen, ou du moins de tous les lieux dans lesquels le papillon de nuit avait laissé cette signature. Les yeux de Cass s'attardèrent sur une discrète marque de tâcheron à laquelle elle avait justement ajouté son symbole, et il y avait déjà des années de cela. Jamais elle ne se lasserait de la fierté que lui inspirait cette gravure, le rappel éternel de ses escapades, de l'enivrante fébrilité de l'inconnu, de l'aventure. Avant de se trahir, elle détacha son regard de la marque et fit face à son promis, qui venait de la rejoindre. « Allez, Ellie, tu veux tout de même pas faire attendre le maître d'armes? Le maître d'armes est reconnu pour son incapacité à arriver à l'heure à ses propres leçons, surtout lorsqu'elle suit un repas, » maugréa Lee. « Je sais très bien ce que tu veux, Cass, et je te préviens, je ne toucherai à aucune arme tant qu'il ne sera pas là. Peur d'une nouvelle humiliation à la pointe de ma rapière? Ce n'est plus tant de la peur qu'une lassitude face à l'inévitable. » La main de Cass, dorée par le soleil, se referma sur la poignée d'une rapière à la lame longue et fine. « Peut-être que ma fatigue changera la donne en ta faveur, qui sait, déclara-t-elle. J'ai mal à la tête en plus. S'il te plaît, un petit échauffement amical. » Lee soupira. « Un duel, 3 touches, pas plus. Et tu me promets que tu oublies les castels. Un seul duel, promis. Cass, tu n'as pas... » Et après, je te raconte la légende que j'ai entendue d'un vieux barde quand j'ai accompagné mes parents dans le bazar l'autre jour. C'est une légende tragique qui mentionne la Vaï disparue, précida-t-elle d'une voix chantante. La Vaï? Répéta Lee, oubliant aussitôt les castels, le regard pétillant. Une légende tragique qui traite de la Vaï? Est-ce qu'elle décrit les pouvoirs qu'auraient eu les Vaïkos avant d'être anéantis par la purge? Ou mieux encore, est-ce qu'elle... Elle parle d'anneaux, Lee, d'anneaux enchantés par la Vaï. Les yeux du jeune homme s'agrandirent de plus belle. Une légende sur des objets ciselés, vraiment? Si tu le dis, c'est toi l'historien. Et tu l'as mémorisé? Cass hocha la tête. Rien que pour toi. Avec ta mémoire, je le croirai quand je l'entendrai. Mémorisé, mot pour mot? Mot pour mot. Promis, lui assura-t-elle. Alors, prêt pour notre duel? Oui, c'est bon, tu as gagné, se résigna Lee en prenant une lame sur le râtelier et la laissant pendre lamentablement au bout de sa main. Mais Cass, tu es encore en jupe, et je te battrai malgré tout. En garde, Lee Solavine. Chapitre 2. Nouvelle mission. Ryan s'éveilla d'un coup, tiré du sommeil par le chahut qui s'élevait du logement du dessous. Au-dessus de sa tête, à moitié cachée par les combles du toit, la lumière de l'aube auréolait le volet de l'unique lucarne de sa chambrette. Ses voisins avaient au moins eu la décence, cette fois, d'attendre le jour pour relancer leur dispute. Bien qu'encore fatiguée, Ryan s'assit sur le bord de son lit de paille. Elle savait depuis longtemps qu'il ne valait pas la peine de se recoucher avec ce raffut, alors autant tenter d'en tirer profit. Que n'aurait-elle cependant pas donné pour quelques heures de repos de plus après ces longues semaines passées loin de sa couchette? Ça irait une prochaine fois, peut-être. Obligeant ses paupières alourdies à demeurer bien ouvertes, Ryan releva ses épais cheveux blonds cendrés et les noua en une tresse dont la pointe lui chatouillait les omoplates. Tandis que sous ses pieds, les cris continuaient de se livrer bataille, une histoire de loyer impayé à laquelle se mêlaient des accusations d'infidélité, la routine en somme. Elle s'aspergea le visage des dernières gouttes d'eau de sa gourde, puis elle enfila chausses, brais et bottes. Elle attrapa ensuite un pourpoint sans manche usée qu'elle passa sous sa chemise. Puis, tout en nouant une ceinture à sa taille, elle descendit les 4 volets de marches grinçantes qui la séparaient de l'allée des pioches. Dans la rue où les encorbellements qui étaillaient les façades étaient si nombreux que l'aurore peinait à éclairer le pavé inégal, les éclats de la dispute, quoique toujours audibles, étaient plus étouffés et ne semblaient avoir éveillé personne d'autre. Si c'était le cas, chacun s'était à tout le moins résigné à les endurer jusqu'à une heure plus convenable. Traversant les lambeaux de brume qui s'accrochaient à la pénombre de l'allée, Ryan longea le caniveau pour se rendre à quelques rues de là, chez le seul boulanger à proximité. Dans la boutique exiguë où régnait une chaleur étouffante, un homme à la barbe et aux cheveux aussi fournis qu'enchevêtrés lui fit un signe de tête. « Même chose, messer Ryan? Même chose, messer Morel. » Bien qu'elle ne soit pas passée chez lui depuis près de 3 semaines, l'homme prépara sans faille la commande habituelle de sa cliente, de ses mains noueuses et enfarinées. 3 dunettes de bronze en moins dans sa bourse et un pain de riz rond et chaud lui brûlant le bout des doigts,
Rianne replongea dans le labyrinthique quartier du Faubourg. À cette heure matinale, elle était presque seule à en parcourir les rues où se mêlait la discrète odeur du golf et les relents infects des immondices qui dérivaient le long des caniveaux jusque dans les égouts. Les rares personnes qui croisaient son chemin étaient les lanterniers qui mouchaient les lampes en discutant d'une mystérieuse attaque récente et les groupes de manœuvriers des récoltes, ces travailleurs dont le labeur dans les champs et les tours de rizière nourrissaient chaque jour la cité. Bientôt cependant, les rues grouilleraient de chariots de livraison, de familles et d'ouvriers. Rianne croqua dans son pain à pleines dents, rendit un bref salut à un lanternier qui lui avait adressé un signe de tête et, regretta de ne pouvoir accompagner sa pitance d'un bon thé ou d'un peu de confiture à cette heure où aucune boutique n'était ouverte hormis celle du boulanger Morel, elle pressa le pas. Les commerçants entamaient à peine l'installation de leurs étals lorsqu'elle atteignit le crochet, une des artères les plus larges du faubourg. Là, elle put enfin savourer pleinement la chaleur des rayons du soleil. Ça lui avait manqué lors de son dernier contrat. Il y avait peu d'endroits qui la déprimaient autant que les égouts de la cité. Heureusement, plus que quelques semaines et les dernières traces du brouillard céderaient enfin à la place à la saison du faste et à sa lumière réconfortante. En prime, le quartier entier se viderait de plus de la moitié de ses habitants qui partiraient travailler dans les mines et les carrières du massif des Épines jusqu'au retour des brumes. Avec le calme qui envahirait les lieux, elle aurait peut-être droit à des réveils plus paisibles. Rianne ne se faisait toutefois aucune illusion. Elle vivait dans le faubourg et, surtout, l'appel pouvait survenir à tout moment. En avalant les dernières bouchées de son frugal petit-déjeuner, Rianne passait devant le Nid de Pie, un théâtre délabré aux bannières défraîchies, puis elle bifurqua vers le large pont du parc qui menait au quartier voisin. Alors que le faubourg était gris et sombre, le quartier du Bazar, lui, paraissait si lumineux, si chatoyant, si vivant qu'il en était étourdissant par moments. Déjà, dans les avenues spacieuses, des commis aux habits de couleurs vives s'affairaient à placer en vitrine les créations qui attireraient les clients dans les shops de leurs patrons. Leurs bras chargés de cajots, des livreurs effectuaient leurs dernières transactions avant de prendre le chemin du faubourg où ils écouleraient à bon prix fruits, légumes, farine de riz et poissons dont le reste de la ville n'avait pas voulu. Après avoir zigzagué entre les chariots tirés par de robustes blaireaux géants, et une fois qu'elle eut dépassé les boutiques des verriers, des maroquiniers, des tailleurs et des ébénistes, Rianne poussa la porte d'un échoppe dont l'enseigne aux lettres d'or annonçait « Jekaz, orfèvre depuis 48 après grande épidémie ». À l'intérieur, un commis occupé à astiquer des bagues étincelantes leva la tête vers elle. « Un journalier, déjà? » s'exclama-t-il avec dédain. « Vivement la réouverture des mines. Je n'ai pas besoin de toi maintenant. Je n'ai même pas sorti la fiche. Maître Gécas m'a dit que je n'avais qu'à me présenter et qu'il me ferait travailler. » « Maître Gécas, vraiment? » raillait le commis. « Eh bien, le maître n'est pas là, alors tu reviendras quand il... » Son fils me connaît aussi, et il arrive toujours tôt. Il pourra vous dire « Ah, ça va, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Fais comme tout le monde et reviens quand l'offre du jour sera sortie. Tout ce que vous faites, les journaliers, c'est donner des coups de balai, alors que ce soit ici ou ailleurs, ça change rien, non? Allez, oust! Et ne t'avise pas de traîner dans les... » La porte qui menait à l'arrière-boutique s'ouvrit d'un coup sur un quinquagénaire aux joues et au ventre rebondi, un pinceau taché d'encre à la main. « Que se passe-t-il ici? On attend que... »« Oh, Rianne! Mon père sera ravi d'apprendre que vous êtes revenu nous offrir vos services. Et vous, pourquoi n'avez-vous pas laissé me rejoindre dans l'atelier? » Oui, excuse-moi, Songe, je n'avais pas vu que tu es parti en lurk, mais merci à toi. Ouais, on va espérer faire un live sur un livre de songes, justement. Peut-être une autre fois. On continue encore la lecture. Je vais m'avancer jusqu'à la fin de la section, on va dire. Donc, le commis ouvrit des yeux ronds, la honte plaquant de rouge son visage confus. Avant qu'il ait pu tenter de s'expliquer, Rianne intervint. « Il ne me connaît pas, message Casse. Ne le réprimandez pas pour ça. » Incrédule, le commis referma la bouche et retint sa litanie de justification. Le fils Gécas, son pourpoint de soie si tendu sous son ventre qu'il paraissait sur le point d'exploser, hocha finalement la tête. « Je suppose que vous avez raison. Et maintenant, il saura vous reconnaître, n'est-ce pas? »« Oui, message Gécas, ça ne se reproduira plus. Cela va sans dire. Venez avec moi, Rianne. » Sans accorder une seconde d'attention de plus au commis, qui était de toute manière déterminé à éviter son regard, Rianne traversa l'échoppe et franchit la porte derrière le comptoir. L'atelier, bien que de bonne taille,
était encombrée de tables et de bureaux où s'amoncelaient poinçons, marteaux, bigornes et cisailles. Contre un des murs se dressaient 2 forges à la bouche béante, pour le moment froides et sans vie, près desquelles avaient été abandonnés de gros soufflets couverts de suie. Dans le coin qui offrait la meilleure vue sur le reste de la pièce, le fils Gécas s'était déjà rassis derrière le seul bureau sur lequel étaient entassés plus de papier que d'outils. Vous avez un nouvel apprenti? Lui demanda Rian. Toujours si observatrice, se réjouit le quinquagénaire. Oui, une petite nouvelle. Elle nous est arrivée il y a une semaine sur recommandation de la joaillerie des pères. Nous espérions en faire une lapidaire. Nous en avons cruellement besoin depuis le décès du vieux Ronan, mais mon père n'est pas convaincu de ses dispositions. Elle abîme les pierres plus qu'elle ne les travaille, ce qui nous causerait de terribles pertes si nous la laissons toucher à nos véritables joyaux. Nous verrons si elle a plus de talent en sculpture. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas les fonds pour nous encombrer d'une apprentie inutile, surtout depuis la baisse des commandes que causent les conflits qui secouent le royaume de Taanokian. D'ailleurs, parlant de finances, me permettez-vous de vous demander si votre tarif? Il est le même, messer, 5 ponts la journée, comme n'importe quel journalier de Caen. La fugace inquiétude de l'homme se dissipa aussi rapidement qu'elle était apparue, et un sourire radieux s'accrocha à ses lèvres, arrondissant ses joues joyeuses. Excellent! Je suis ravi de l'entendre. Avec les réclamations des différents regroupements des manœuvriers auprès du Conseil et les commandes continentales qui se font rares, que l'oubli emporte ce trône sans héritier. Mais 5 pour la journée, pour votre travail, c'est plus que parfait. Alors, ai-je besoin de vous montrer? Je peux commencer par les cheminées des forges. Si personne n'y a touché depuis mon dernier passage, elles en auront besoin. Personne d'autre que vous n'y touche, alors c'est effectivement le cas. Ensuite, s'il reste du temps, il en restera. Et c'est la raison pour laquelle les Gécas vous apprécient autant, cher Yann. Nous ne pouvons pas compter sur vous au quotidien, mais quand vous êtes ici, aucun journalier, ni manœuvrier ou monstrueux honoraire n'égale votre efficacité. Quand vous serez prête, je dirai donc aux apprentis et aux compagnons d'aller vous voir avec les outils à nettoyer et à réparer. Cela vous convient-il? Elle acquiesça. Satisfait, l'homme replongea dans ses papiers, où s'alignaient des vertigeuses colonnes de chiffres. Rian ôta son pourpoint élimé pour le suspendre à un crochet libre près des tabliers de travail. Elle empoigna ensuite une brosse de fer et s'avança vers la première des 2 forges. On va poursuivre la lecture, j'en ai quand même pas long. Lentement, le soleil descendait sur Caen, à demi caché par d'épais nuages annonciateurs d'une nouvelle nuit de brouillard. Probablement une des dernières de la saison. Avec en poche son maigre salaire et quelques rognures de métaux grappillés au gré de son ménage, le bout de ses doigts, rendu insensible à force d'avoir affûté, nettoyé et réparé les outils de joaillier, Rian quitta l'échoppe des Gécas. Aussi arrêtée fut-elle, elle ne prit cependant pas le chemin de sa chambrée du faubourg. En effet, pendant son unique pause de la journée, elle était allée se promener, comme chaque fois qu'elle travaillait chez les orfèvres, du côté de la grande place du bazar. Là, sur les grandes pages de nouvelles fraîchement placardées aux panneaux qui bordaient le bassin de la place, elle l'avait repéré. Sur le coin de l'une des pages de papier de riz, écrit à l'encre noire d'une écriture aussi soignée que le reste des annonces, il y avait un nombre, 732,5. C'était l'appel. À la fin de sa journée de travail, elle ne s'était donc pas attardée dans l'arrière-boutique comme à son habitude et avait plutôt mis le cap vers le nord-ouest, le nombre occupant toutes ses pensées. Massant ses mains engourdies tout en marchant, Rian prit une grande inspiration. L'odeur des algues et des visseurs de poissons titillait ses sens à mesure que ses pas l'éloignaient des couleurs éclatantes du bazar pour la mener vers les quais, le quartier le plus occidental et évidemment maritime de l'île de la couronne de Caen. 732,5. Ce nombre, anodin en apparence, représentait pour elle un message d'une limpidité cristalline où chaque chiffre fournissait des détails quant à la tâche à venir. Bien qu'elle ne se fût pas attendue à recevoir une nouvelle mission aussitôt, dès ce soir, ainsi que l'exigeait l'appel, elle se présenterait au lieu du rendez-vous. Or, comme chaque fois qu'elle était appelée, avant d'aller se préparer à sa cache, Rian faisait d'abord un détour vers les quais. Autour d'elle, le chant des voiles qui claquaient au vent résonnait de plus en plus fort. Dire que jadis, ces sons avaient constitué pour elle la plus douce des berceuses. Elle pressa le pas, remonta la longue allée du chantier. Les portes du chantier naval et du port étaient grandes ouvertes. Derrière les hautes palissades qui protégeaient le quartier des vents du Golfe, des journaliers grattaient les anatifs qui avaient envahi la coque des navires, nécessitant une réfection, tandis qu'aux différents quais, sous l'œil attentif des armateurs, des capitaines et leur équipage revenaient du large, leurs cales chargées de poissons, d'algues comestibles et de crustacés. Depuis l'ombre des portes, le regard de Rian détailla les marins qui s'activaient. Ils n'étaient pas là. En dépit de l'infime hésitation qui l'assaillit, elle se remit en chemin. Elle était venue jusque-là,
elle n'était qu'à quelques coins de rue de l'endroit. Redescendre le chantier, prendre l'allée des marins, puis celle des filets. Bientôt, elle ralentit, s'immobilisa. Devant une maisonnette au colombage patiné par l'air salin, au bout de la petite impasse du lest, un jeune garçon riait aux éclats, poursuivi par son père dont les mains recourbées comme des pinces faisaient mine de vouloir l'attraper. Assise sur un banc de pierre, la mère du gamin, son ventre arrondi par une grossesse avancée, raclait les éclats des poissons frais qui leur serviraient de repas à tous trois. Les secondes passèrent. Rien ne bougeait pas, invisible à la famille depuis le coin de mur où elle s'était enracinée. Le garçon jouait à présent avec des voisins. La femme enceinte était rentrée avec ses poissons et le père, maintenant assis à la place que son épouse avait occupée, s'affairait au ramandage d'un vieux filet. Les rides à son front se creusaient un peu plus chaque fois qu'il manœuvrait aiguille de sa large main, trahissant l'âge que ses courts cheveux blonds ne révélaient pas encore. Un délicieux fumet commença à s'échapper des demeures des pêcheurs de l'impasse, éveillant la faim de Rian. Bientôt, le soleil toucherait l'horizon au-delà des crocs de pierre qui délimitaient les eaux navigables du golfe de Cairn. Elle n'avait pas vu le temps passer. Se détournant de la famille, Rian replongea dans les rues des quais. 732-5. L'appel était clair. C'était au crépuscule qu'elle était attendue et elle devait encore passer à sa cache. Elle ne pouvait se permettre d'être en retard. La lueur du couchant empourprait peu à peu les murs de la cité. Alors que le tumulte du jour cédait place aux rumeurs du soir, les fiacres des notables et bourgeois quittaient l'île de la Couronne pour rejoindre la sécurité du quartier du Collier. Dans les rues, les manœuvriers des récoltes chargées des corps de nuit se dirigeaient vers les verdoyantes tours de rizière et les champs qui les saignaient, tandis que les lanterniers se répandaient dans les avenues, parais lampes et réverbères de leur halo orangé. Dans le ciel, le voile de nuages s'épaississait toujours, promettant d'avaler la lune et les étoiles et d'ainsi offrir à la ville une nouvelle nuit d'une noirceur sans pareille. Une nuit parfaite pour que Rian puisse s'acquitter du nouveau mandat que lui avait confié le fort. Après être passé à sa cache pour y revêtir un masque de tissu qui ne laissait paraître que le pâle éclat de ses prunelles acier et un large capuchon qui lui recouvrait entièrement les cheveux, elle se dirigea vers le pont de la cité qui unissait le bazar à l'île du Collier. Tous s'écartaient sur son passage, évitaient de croiser son regard. Sous le tissu qui occultait son nez et sa bouche, la rendant méconnaissable, un sourire à la fois triste et amusé lui releva le coin des lèvres. Lorsque brillait la lumière du phare, presque rien n'osait se mettre en travers de son chemin, et ce, même si cette lumière ne brillait que pour servir Cairn. Émergeant d'une venelle, une ombre parée du même accoutrement que Rian calqua son pas sur le sien. Sans se saluer, les deux silhouettes poursuivirent leur chemin côte à côte, leurs manteaux se gonflant dans leur sillage. Quelques instants plus tard, le soleil disparaissait et les deux ombres atteignaient ensemble le lieu du rendez-vous qu'avaient indiqué les chiffres de l'appel. Dans les secondes qui suivirent, 4 autres ombres masquées les rejoignirent et toutes se rassemblèrent autour des marches d'une maisonnette au contrevent déjà fermé. Installé nonchalamment à même la pierre de l'escalier qui menait à la porte de la demeure, un grand homme massif, masqué lui aussi, les compta sans dire un mot avant de se lever. Son rai était au complet. Une à une, dans un balai parfaitement coordonné, chaque ombre s'avança alors vers celui qui les dominait toutes pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Son tour venu, Rian s'approcha. « Mon bras pour le phare, mon cœur pour la grande, 732-5. » Son regard acier croisa celui de la large silhouette masquée qui acquiesça d'un bref signe de tête. Une fois l'identité de chacun confirmée, l'homme, d'une voix grave et râpeuse, s'adressa à la troupe rassemblée autour de lui. « Je sais que vous êtes encore fatigués de notre dernier contrat, mais notre ray a été désigné pour cette mission urgente. Nous n'en aurons pas pour longtemps. En marche, vigile! » Sans plus d'explications, et sans que quiconque songe même à en réclamer, l'homme prit la tête du ray. Marchant à la droite immédiate de son chef, Rian guettait le moindre mouvement suspect autour d'eux. Le collier était rarement leur point de rencontre. Était-il possible que le conseil se soit enfin résolu à leur confier une mission? Patience. La confiance était la clé, elle aurait ses réponses bien assez vite. Le raid de vigile du phare croisa un couple allant bras dessus, bras dessous, qui bifurqua en les remarquant. Plus loin, une silhouette aux longs cheveux blancs tressés remontait l'allée d'étoiles, tandis qu'un duo de lanterniers s'affairait autour d'une lampe qui refusait de s'allumer. Le chef de la troupe masquée leur fit alors traverser le carrefour, puis continuer vers leur sud-est. Ils n'allaient donc pas à la rotonde, le lieu de réunion du Conseil des Intouchables. Rian ne laissa pas la déception de la submerger.
L'heure de gloire, d'une reconnaissance officielle du fort et de sa contribution à la sécurité et à la prospérité de Cayenne viendrait tôt ou tard. Ce soir, leur contrat ne consistait probablement qu'à aider un notable quelconque à retrouver quelque chose. Ou peut-être s'agissait-il d'un bon papa bourgeois désireux de faire escorter discrètement son précieux premier-né vers une taverne de mauvaise réputation dans les quais, comme les Paris. Les riches habitants du quartier du Collier s'amusaient à en fréquenter lorsqu'ils étaient en manque de sensations fortes. Leur chef ne les mena cependant ni à un castel, ni à un manoir, et encore moins à une des auberges cossues desquelles s'élevaient des chansons paillardes accompagnées de luttes et de tambourins. Et il les arrêta plutôt à un coin de rue anodin et désert. Rianne glissa sa main dans les plis de son manteau, faufila ses doigts jusqu'à la poignée d'un fin poignard, la seule arme dont elle s'était équipée pour cette mission que l'appel avait annoncée comme sans danger. Là-bas, un des vigiles pointa à l'ouest. Un fiacre approchait. Rianne leva la tête vers le grand homme à ses côtés, mais celui-ci n'avait pas branché. La belette anarchée et son convoi piquèrent vers la musique lointaine que ponctuait l'obscurité. Autour d'eux, le brouillard et les ténèbres s'épaissirent. C'est alors que Rianne le vit. Un homme à la barbe soigneusement taillée, au dos voûté et au corps enveloppé d'une cape épaisse était apparu, l'espace d'une seconde à peine, dans le halo vacillant d'une lanterne. Au moment où elle levait sa main pour l'indiquer à son chef, celui-ci tourna la tête dans la même direction. « Restez ici, ordonna-t-il à son ré avant de désigner Rianne du menton. Toi, avec moi. » Ensemble, ils allèrent au-devant de l'homme à la barbe fine qui s'était immobilisé à l'embouchure d'une ruelle. Les prunelles de l'inconnu s'affolaient dans ses orbites, passant du ciel au sol, d'une rue à l'autre, tandis que le reste de son corps demeurait tendu, paralysé. De toute évidence, c'était la première fois qu'il faisait appel au service du fort. Tandis que le chef de son ré s'avançait vers l'étranger voûté, Rianne demeura dans son ombre, attentive autant à la conversation qu'à tout ce qui les entourait. « Vous avez acquis l'aide du phare, dit la voix râpeuse du chef des vigiles. La lumière du phare vous éclaire. L'inconnu tressaillit en entendant l'homme s'adresser à lui. Rianne en eut presque pitié. J'ai un colis, bégaya-t-il. Je sais. Mes vigiles le livreront à bon port. Le chef tendit sa main gantée. Sans parvenir à maîtriser ces tremblements si intenses qu'il en était impitoyable, l'inconnu à la barbe fine lui remit d'un même mouvement un étui cylindrique et une bourse. Ensuite, le regard rivé sous ses pieds incurvés vers l'intérieur, incapable de formuler même le plus court des remerciements, l'étranger se précipita hors de la ruelle, l'obscurité et la brume effaçant toute trace de lui. Rianne rejoignit son chef. Au ridule qui s'était creusé au coin de ses yeux, elle devina que celui-ci souriait sous son masque. « Le paiement réglé d'avance? C'est rare, affirma-t-elle en jetant un coup d'œil vers la bourse rebondie dans la main de l'homme massif. 6 caravelles de cuivre. Des caravelles? Mais c'est une fortune. Le conseil connaît la valeur du phare et de son ré le plus aguerri, dont il a fait la demande explicite lors de sa requête. Il lui fit un clin d'œil. Avait-il vraiment dit « le conseil » ? Rianne sourit à son tour, le cœur tout à coup gonflé de fierté. Après près de 100 ans d'existence, le conseil de Cayenne avait enfin daigné d'engager le phare, reconnaissant son existence, son utilité. C'était le début d'une nouvelle ère pour les raies, pour les vigiles. Le chef plaça la bourse dans sa besace avant de tendre le cylindre de cuir à Rianne. « Nous devons aller aux archives de l'est du faubourg. Je vais ouvrir la voie. Quand nous serons sur le pont, remets ceci au vigile de ton choix et dis-lui de faire de même à son tour, et ce, jusqu'à ce que nous ayons atteint le faubourg. Je veux que seule la personne en possession de l'étui sache qui le détient. » « Ce sera fait, dit Rianne. Pendant le brouillard, ils retournèrent auprès du reste de leurs raies qui s'étaient répartis autour des accès pour guetter l'approche improbable d'une patrouille de la garde. « Repartons, » ordonna l'homme à la voix râpeuse. Le pont du crochet qui reliait le collier au faubourg était plus étroit que celui de la cité, puisque moins de chariots de vivres l'empruntaient quotidiennement. Malgré cela, lorsque Rianne s'approcha d'un autre vigile, seul celui-ci put entendre les consignes qu'elle lui transmit dans un murmure. Et il acquiesça d'un signe de tête en prenant l'étui de cuir. Rianne s'éloigna. Elle ne connaissait peut-être pas les noms de ceux et celles qui l'entouraient, pas plus qu'eux ne se doutaient du sien, mais elle savait qu'ils pouvaient compter les uns sur les autres. Ils partageaient le même parcours, et s'étaient tous et toutes montrés à la hauteur des exigences du guide qui les avait recrutés, leur chef masqué à la voix râpeuse. Ils étaient les vigiles, ils étaient sa famille, et la confiance qui les unissait était la clé, la source de la brillante lumière du phare. Dans le faubourg, les réverbères étaient plus espacés qu'ailleurs à Cayenne,
ce qui conférait une aura glauque aux rues déjà assombries par les encorbellements. Au loin, à la hauteur de sa légendaire discrétion, avec le bruit de ses bottes et des griffes de ses martres dressées, une patrouille circulait dans le bazar. Elle ne passerait dans le faubourg que bien plus tard, pour la seconde des 2 seules rondes qu'elle ferait dans le quartier. Ce n'était pas Rianne qui s'en plaindrait. Éviter les patrouilles, trop orgueilleuse pour reconnaître que le fort était plus efficace qu'elle dans bien des domaines, était une des spécialités des vigiles, mais ça n'en constituait pas moins une perte de temps. Or, l'efficacité valait son pesant d'or. Rianne repensa aux caravelles de cuivre cachées dans la besace de son chef, une pour chacun d'entre eux. Bien que sa paix de chez ses pingres de Gécase n'eût pas vraiment d'importance à ses yeux, être vigile subvenait amplement à ses besoins. Les ponts gagnés plus tôt lui paraissaient risibles comparés à la fortune que représentait une caravelle, même de cuivre. À elle seule, la pièce couvrirait le loyer de sa chambrette pour près de 6 mois, sans compter nombre de repas. Elle pourrait peut-être même se permettre un plat de poisson mariné, son favori depuis l'enfance. Loret chemina de rue en avenue dans le brouillard. La lumière vacillante des rares chandelles toujours allumées dans les demeures traversait de temps à autre les lattes inégales des volets, projetant l'ombre floue du contingent dans la brume. Naviguant dans le dédale du faubourg de manière experte, les vigiles plongèrent bientôt dans une longue ruelle au bout de laquelle se dressait. Rianne le savait pour être souvent passé devant l'édifice, la plus vieille des 2 archives du quartier. Sans la voir, elle en devinait presque les contours, les bas-reliefs et les pinacles couverts de dorures, tous ces détails qui rappelaient l'âge d'or de la cité, tous ces détails qui contrastaient avec les bâtiments décrépits qui jalonnaient leur chemin. À l'embouchure de l'allée, l'obscurité se teinta d'oranger. Ils touchaient au but. Ils remettraient bientôt l'étui aux sages de l'archive, et leur chef leur distribuait leurs précieuses paix. Un contrat rapide, facile. Un frisson électrisa soudain les chines de Rianne. À l'instant où elle portait la main à sa dague, leur chef levait le poing pour les arrêter. Dans l'allée étroite, le silence était absolu. Le regard de l'homme et celui assis de Rianne se croisèrent, trahirent leur inquiétude respective. Un son déchira alors la nuit, le sifflement d'une lame qui fend l'air en quittant son fourreau. L'instinct de Rianne ne l'avait pas trompé. Ce qui semble trop facile ne l'est jamais vraiment. 6e précepte du Code des vigiles. Le cœur battant, elle serra les poings sur la poignée de sa dague. Autour d'elle, le reste de son ré était en état d'alerte, avait lui aussi compris le danger qui les guettait. Ils auraient tous dû voir le piège se profiler. Ils n'étaient pas seuls dans cette ruelle.